Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne Frédéric Janel, l'auteur du livre Learn French with Short Stories à la découverte du Canada. Dans ce livre, on suit les aventures de Paco, un étudiant mexicain qui voyage à travers le Canada francophone. En suivant ces aventures, vous allez améliorer votre français et plonger au cœur de la culture canadienne, du mode de vie des Canadiens et apprendre quelques expressions typiquement québécoises. J'ai beaucoup aimé la structure du livre. Au début de chaque chapitre, vous avez une illustration qui vous aide à mieux comprendre le contexte du chapitre. Et à la fin du chapitre, vous avez un lexique franco-anglais avec les mots et expressions importants du chapitre et un quiz de compréhension pour vérifier votre compréhension du chapitre. Donc, si vous avez envie de vous procurer le livre, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Bonjour Frédéric. Bonjour Elsa. Bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de t'accueillir pour discuter de ton livre, des spécificités culturelles du Canada, des différences aussi linguistiques entre le français de France et le français du Canada. Je pense que ça va intéresser nos spectateurs. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu m'expliques d'où t'est venue l'idée d'écrire ce livre. Parce que si j'ai bien compris, tu es avocat, c'est ce qui est écrit en tout cas. Oui. Donc, comment tu t'es retrouvé à écrire un livre pour les apprenants du français? C'était un peu par hasard. Je me suis rendu compte que les livres pour apprendre le français, les intrigues, l'histoire se passait toujours en France. Puis, c'est venu me chercher parce que c'est important. Au Québec, on parle français. Puis, pas juste au Québec, dans plusieurs provinces au Canada, il y a beaucoup de francophones. On est près de 10 millions de francophones et francophiles au Canada. Alors, quand j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune histoire qui se passait au Québec, je me suis dit, c'est pas juste. C'était une grande injustice pour moi, puis c'est venu me chercher dans mon cœur. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si aucun livre existe, je vais le créer. Alors, j'ai pris tout le temps que j'avais pour écrire mon livre puis le publier par moi-même. C'est un livre auto-édité. Parce que je me suis dit, si personne ne le fait, c'est qu'il n'y avait aucune raison économique de le faire. Pas de problème, je vais mettre l'argent sur la table pour faire un livre de qualité. Puis c'est comme ça que le projet a commencé. Ok, super. Justement, dans ton livre, on suit un étudiant mexicain qui habite et qui voyage à travers le Canada francophone. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les différentes régions où on parle français au Canada? OK. La principale région, évidemment, c'est le Québec. C'est le cœur linguistique francophone est au Québec. Puis, des francophones d'origine, il y en a environ 1 million à l'extérieur du Québec. C'est divisé de manière suivante. Il y a environ un demi-million de francophones qui habitent en Ontario. Puis 250 000 francophones qui habitent en Acadie. Ça, c'est dans l'est du pays. Puis 250 000 pour tout l'ouest de l'Ontario. Fait qu'on parle du Yukon. Il y a une communauté assez vivante de francophones au Yukon, au Manitoba, Saskatchewan. Puis c'est souvent des communautés qui sont là depuis la préexistence du Canada. Fait que c'était vraiment quand c'était la Nouvelle-France. La Nouvelle-France avait des petits villages un peu partout dans le territoire qui ne s'appelait pas le Canada. Ça n'existait pas encore. Puis c'est des descendants de ces premiers habitants-là. Puis il y a aussi des métis. C'est pour ça, dans le livre, que j'ajoute un petit peu cet aspect-là. OK. Et du coup, le français qui se parle dans ces différentes régions, c'est à peu près le même français? Oui, mais il va y avoir encore là différents accents. Les personnes qui parlent en Acadie ont un accent plus particulier, je dirais. Ceux en Ontario, ça ressemble un peu plus
à celui du Canada. Puis je veux pas qu'on me lance des tomates, là. Mais il y a quand même certaines différences, mais mineures. D'accord. Somme toute. Donc toi, tu viens du Québec. Ton accent, il est québécois, hein, Oui. on peut dire. Oui, exactement. Moi, je viens de Montréal, fait qu'on pourrait dire que j'ai l'accent de Montréal. D'accord. Il y a des grosses différences? Il y a des différences, oui, même au Québec, entre les accents. Je dirais que le plus beau français, en guillemets, serait celui qui vient de la ville de Québec. Je trouve qu'ils ont un beau parler, comme on dit ici. Dans la région du Saguenay, qui est au nord du Québec aussi, c'est très joli. En Gaspésie, qui est dans l'est du Québec, ils ont beaucoup d'images colorées dans leur langage, qui est très intéressant. Alors, je voudrais qu'on parle justement de toutes ces expressions canadiennes que tu utilises, ou québécoises, peut-être c'est plus juste de dire. Oui, les deux. Que tu utilises dans le livre et que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes en lisant le livre. J'ai noté quelques petites choses intéressantes et j'aimerais bien qu'on en discute pour que tu nous éclaires un petit peu. Alors déjà, la première chose que j'ai notée, c'était dans le chapitre sur la météo, qui est, il me semble, un sujet important au Canada. Oui, absolument, surtout l'hiver. Oui, l'hiver est très long. Oui, quoique ces dernières années, l'hiver est moins rigoureux que par le passé, mais reste que ça peut aller jusqu'à moins 20 degrés, moins 30 degrés. C'est dur sur les personnes, sur les machines, quand je parle des machines, les autos, n'importe quelle machine. Mais ça forge aussi notre caractère. Puis c'est pour ça que l'été, pour nous, est très court. Le printemps, l'été, fin de l'automne. Alors, on devient un peu fou. Ah oui? Parce qu'on a été pendant si longtemps dans nos maisons, encabanés, qu'on dit au Québec, à passer beaucoup de temps dans la maison, que quand le beau temps arrive, on va sur les terrasses, on va à l'extérieur, beaucoup plus que dans d'autres régions du monde, je dirais. Et il y avait une expression dans le livre, justement, pour décrire cette météo où il fait très froid. Donc, tu écris « il fait fret », c'est ça? Oui. Il fait froid. Oui. Il fait fret et il fait très froid. En fait, fret, c'est du vieux français. C'est du vieux français. Souvent, les expressions qu'on va utiliser au Québec, comme on utilise encore le mot soulier pour dire chaussure. Oui. À place de dire du maïs, on va dire du blé d'Inde. Fait que c'est des vieilles expressions. Comment tu dis? Du blé d'Inde. D'Inde? Ah oui? Du blé de l'Inde, parce qu'on pensait que c'était l'Inde. Oui. Mais c'est resté. Mais c'est joli, c'est sympathique. Alors, on a certaines expressions comme ça. Ceci étant dit, puis pour ne pas faire peur à ceux qui écoutent présentement, on écrit pareil. Le français écrit est exactement pareil. Il va y avoir certains mots un peu différents, comme fret, mais tout le monde comprend froid. Mais fret, c'est un autre niveau, puis c'était souvent, on peut dire, les personnes un peu plus âgées vont avoir plus souvent l'occasion d'utiliser des mots comme ça. Mais les jeunes, aujourd'hui, vont dire des souliers à la place des chaussures, par exemple? Oui. 100%. OK. Et il y a aussi un chandail, non? Oui, un chandail. C'est quoi un chandail? Vous dites quoi? Un chandail... là, j'ai une chemise. Un chandail, c'est habituellement un peu plus épais. Donc, c'est un pull? Un gilet? Non. On pourrait dire un pull. Un pull aussi, oui. OK. Un chandail. Mais oui, c'est quelque chose que j'avais remarqué et dont je voulais parler, justement, c'était de l'utilisation du vieux français qu'en France, on n'utilise plus du tout, de ces mots comme fret, soulier, chandail. Soulier, on peut l'entendre encore, mais chandail, non. mais pour nous, il n'est pas vieux. Oui, c'est ça. Il est d'actualité. Mais pour des Français de France, ça sonne bizarre, on va dire. Il y avait autre chose que j'ai remarqué dans le livre, c'était l'utilisation de certains verbes que vous utilisez différemment. D'après ce que j'ai lu, c'était 2 verbes en particulier, goûter et visiter. Tu disais à un moment, je crois, donc c'était dans le chapitre 5, où Paco va dans une cabane à sucre, qui est là où on produit
le sirop d'érable. Donc ça aussi, c'était intéressant de Exact. découvrir ça. Et il dit qu'est-ce que ça goûte? Alors qu'en français, en français de France, on dirait ça a quel goût? On n'utiliserait pas le verbe goûter comme ça. OK. J'ai l'impression que c'est une traduction de l'anglais. What does it taste? Et pareil pour le verbe visiter, où il dit que son frère vient le visiter. Alors qu'en français de France, on n'utilise pas le verbe visiter comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Et donc, je me demandais... Enfin, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du rapport avec l'anglais. Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a un rejet de l'anglais, mais de l'autre, vous êtes quand même proche... vous êtes en Amérique, proche des États-Unis, une partie de la population parle anglais. Donc, c'est quoi le rapport avec l'anglais? Il y a deux façons de voir les choses. Vous, en France, les gens vont dire je vais aller au parking. Nous, au Québec, on va dire je vais aller au stationnement. Vous incorporez beaucoup plus de mots comme anglophones dans les phrases francophones, dans vos phrases. Au Québec, on a peut-être été, entre guillemets, contaminé par l'anglais. Fait que des fois, c'est la structure de la phrase qui est changée. Jusqu'à un certain point, on va dire comme tomber en amour, mais je pense que c'est une traduction de fall in love. Ouais. En français, on dirait... Enfin, à chaque fois, je dis en français de France, on dit tomber amoureux. Tomber amoureux. OK. Donc, vous tombez en amour. Tomber en amour. OK. Et donc, est-ce que tu as d'autres exemples de mots que vous traduisez en français québécois, que nous, en France, on utilise en anglais? Par exemple, week-end, vous dites week-end? Non, on dit fin de semaine. Fin de semaine. Vous dites jamais week-end? C'est rare. À moins que ce soit un Français de France qui a émigré au Québec. Là, il va dire week-end. Puis il va dire du coup. Nous, on ne dit pas ça. Non, ça n'existe pas. Quand quelqu'un dit du coup, là, tout de suite, c'est un signal. C'est un Français de France. C'est un Français de France. Et vous dites quoi à la place de du coup? On n'a pas cette expression, on peut dire par conséquent ou quelque chose d'autre. Mais c'est vrai. En Français de France, en français familier, on dit énormément du coup et on aime beaucoup associer donc et du coup. On dit donc du coup. On commence nos phrases comme ça. Ça veut dire la même chose, mais... Et donc, toi, est-ce que ça te dérange quand on fait des anglicismes? Tu essayes en tout cas de ne pas en faire? C'est quelque chose de conscient? Il y a quand même beaucoup d'anglicismes. Si on va à Montréal ou dans l'Ouest, en Outaouais, à Gatineau, où j'habite présentement, il y a plus de contact avec la communauté anglophone. Pendant des siècles, finalement, les francophones au Canada, on était plus isolés. Il n'y avait pas la télévision. Il y avait la radio, mais c'était moins puissant que je dirais que l'Internet aujourd'hui. Fait que là, les nouvelles générations vont avoir tendance à plus incorporer des mots anglophones dans leur vocabulaire que l'ancienne génération. OK. J'ai noté d'autres petites expressions. Alors, la première, c'est ma blonde et mon chum. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Il faut le savoir. Ma blonde, ça veut dire ma petite amie. Puis mon chum, c'est comme mon copain, quelqu'un avec qui on sort, on a une relation. Alors c'est vraiment typique du Canada. Oui, ça je connaissais pas. C'est pour ça que je l'ai mis dans le livre, c'est pour que les gens puissent apprendre certaines expressions. Et j'ai remarqué aussi que le nom des repas était différent. C'est-à-dire que pour vous, le dîner, c'est le déjeuner et le souper, c'est le dîner, c'est ça? Oui, nous, on n'a pas petit déjeuner. Ah bon? Ça n'existe pas. Non, c'est déjeuner, dîner, souper. Ah, donc le petit déjeuner, c'est le déjeuner? Voilà. Oui. Ah. On a coupé le mot petit. C'est déjeuner, dîner, souper, et voilà. Mais votre déjeuner, c'est le matin, comme on prendrait le petit déjeuner. Oui. Et est-ce que vous avez cette tendance aussi, comme en France, à raccourcir les mots? Par exemple, nous, on dit beaucoup le petit-déj, le déj. C'est quelque chose que vous faites aussi? On va voir. Ça, c'est personnel à chacun. Mais le petit-déj, encore là, c'est comme du coup, ça fait très
français pour nous. On n'aurait pas tendance à dire ça. Donc, on va dire le déjeuner. Et par exemple, un appartement. Est-ce que tu dirais un appart ou un appartement? Un appart. D'accord. Dans ce cas-là, la plupart du temps. D'accord. Donc quand même un petit peu, vous raccourcissez aussi les mots. Oui. Ok. Et il y a une dernière expression sympa que j'ai notée, c'est « tire-toi une bûche ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre notre contexte, qu'on était au Québec entouré de bois, de forêt. Puis tire-toi une bûche, c'était comme littéralement une bûche, prends une bûche, puis mets-la à côté du feu pour te joindre à nous. Alors aujourd'hui, on a moins des bûches comme ça qui traînent un peu partout, mais ça veut dire prends-toi une chaise et joins-toi à nous. Et c'est quelque chose que vous utilisez vraiment au quotidien? C'est une expression... On l'utilise, mais ça dépend du contexte. Ça va être plus comme en camping, des trucs comme ça, où c'est qu'il y a justement un feu. D'accord. Un feu. Ce serait pas, je sais pas, dans un restaurant, viens, prends une chaise et joins-toi à nous. Oh, ben, tire-toi une bûche. Tu pourrais, remarque. Ouais, on pourrait. C'est une façon de dire tu es accepté dans notre groupe. J'ai l'impression que ça reflète bien la mentalité québécoise, cette expression. Et t'en parles aussi dans le livre, cette joie de vivre, cette convivialité. Tu parles de la joie de vivre des Montréalais, je crois. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça? Cette joie de vivre, je pense qu'il y a vraiment un lien avec le climat. Puis je reviens que l'hiver, c'est difficile. Puis quand on arrive, que c'est l'été, on est vraiment heureux là, parce que ça a été difficile. Vos hivers en France, quand vous dites « Oh, ça a été difficile, il y a neigé 5 cm », des fois, là, on voit ça à la télévision, puis tout le monde s'esclave, tout le monde rit. 5 cm, mais c'est rien. Fait que je crois que le climat joue pour ça. Mais en France, comme on n'est pas tellement habitué à la neige, en tout cas en région parisienne, dès qu'il neige, c'est la pagaille. C'est-à-dire les trains sont annulés, les voitures, il y a des embouteillages pendant des heures. Je me souviens d'une fois, mon père a même laissé sa voiture et il est rentré à pied à la maison. Ah non! Et vous êtes finalement adapté à votre hiver, non? Oui. L'exemple des autos, nous, je pense que c'est le 15 novembre. C'est dans un règlement. Il faut changer les pneus pour mettre des pneus d'hiver. C'est obligatoire. Qui sont constitués. Oui. Puis si tu n'as pas ça, tu peux avoir un ticket par la police. Puis c'est une bonne chose parce que l'adhérence, comme ton père l'a remarqué, est beaucoup moins grande là, avec les pneus d'été. Ceci étant dit, tu ne peux pas garder des pneus d'hiver l'été parce qu'ils sont plus mous, je dirais. Puis ça les détruirait après un été. Alors, il faut avoir 2 paires de pneus pour chaque auto. Il faut avoir plusieurs paires de bottes, de souliers, de manteaux, de pulls, comme vous dites, de chandail, etc. Plusieurs types des tuques. Comment tu appelles ça? Certaines qui sont plus minces. Une tuque. Une tuque? Oui, on met ça sur la tête. Un bonnet? Un bonnet, oui. Bon, mais nous, on appelle ça une tuque. OK. Oui, il faut être équipé. Il faut être bien équipé pour l'hiver. Il faut être équipé, puis on est équipé pour l'hiver. On a des grosses machines qui poussent la neige, des souffleuses immenses. Quand on reçoit, je ne sais pas, une ville comme Montréal reçoit une tempête de 25-30 cm, après 3 jours environ, tout est sorti de la ville. Les routes sont sécures. Je dirais que ce qui est dur à Paris l'hiver, c'est qu'on ne voit pas le soleil. Et j'ai l'impression qu'au Canada, même s'il fait plus froid, beaucoup plus froid, vous avez peut-être plus de soleil, non? Si tu regardes sur un globe terrestre, Montréal est plus au sud que Paris. Ah oui? De beaucoup. Vous êtes plus au nord que la ville de Québec et encore plus. Ce qui fait la différence, c'est que vous avez les bienfaits du Gulf Stream.
qui part des États-Unis, qui traverse l'Atlantique, puis ça réchauffe beaucoup l'Europe. Mais si vous n'aviez pas ça, il ferait froid, très froid chez vous. Oui, il fait pas très froid, mais il fait quand même un temps. Ça dépend tout le temps à qui on se compare. Oui. Et dans un des chapitres, tu parles un peu de cuisine canadienne et notamment tu parles de la poutine. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez spécifique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la poutine? Donc la poutine, c'est pas le président russe. Oui. Lui est venu après. C'est vraiment un mets vraiment connu au Québec. Fait que c'est de la frite avec une sauce brune et un fromage qui fait squeak squeak, qui fait un petit bruit particulier. Puis certains chefs ont rajouté certains ingrédients pour rendre ça plus intéressant, mais à la base, c'est bien connu, mais il ne faut pas trop en manger parce que ça fait grossir. Et il y a d'autres spécialités qu'il faut absolument goûter si on vient au Québec? Ben, dans une famille québécoise, il y a le pâté chinois. OK, c'est quoi? Fait que ça, c'est steak, blé d'Inde, patate. Ah, blé d'Inde, oui. Blé d'Inde. Du blé d'Inde, oui. Maïs. Oui, du maïs. Sur le steak. Oui, steak, blé d'Inde. Le blé d'Inde est entre le steak et les patates. OK, je note. Le pâté chinois, c'est connu. Vous pouvez écrire ça dans Google, ça va sortir. Le pâté chinois, OK. Et pour finir, si quelqu'un vient au Canada, vient au Québec, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme itinéraire? Tu vois, je vois qu'il a beaucoup voyagé, Paco, il a pris un van, il va un peu partout. Qu'est-ce que tu... Mais Paco, dans l'histoire, il reste plusieurs mois. Oui. OK, c'est pas un touriste. Puis l'erreur de plusieurs tourismes européens, c'est qu'ils ne prennent pas en considération l'étendue du Canada. Mm-hmm. C'est pas le même degré. Voyez-vous, entre Montréal et Québec, c'est quoi, 3 heures? Mm-hmm. Entre Montréal, Toronto, ça va être 5-6 heures en auto, si tout va bien, mais ça ne va jamais toujours bien. Bref, je vous dirais, visitez moins, mais visitez mieux. Passez peut-être 2-3 jours à Montréal, mais allez visiter les régions qui sont super, qui ont plein d'activités à offrir, dépendamment de la saison. Certaines ont plus de trucs à offrir que d'autres. Mais puis la région, si vous avez un peu de temps, essayez de voir. Il y a des régions, comme j'ai dit, francophones en Ontario, en Acadie, qui sont super intéressantes, mais ça prend plus de temps. Donc, ton conseil, c'est comme tu as dit, visiter moins mais mieux. Oui, puis c'est ça que je fais, moi, quand je vais en France. J'essaie pas de faire le tour de la Gaule pour pouvoir comme dire « Ah, j'ai vu telle ville, telle ville, telle ville ». Pour moi, qu'est-ce qui est plus important, c'est d'essayer d'établir des relations avec des personnes. Fait que si tu restes dans un endroit, puis tu retournes plusieurs fois voir la boulangère, à un moment donné, tu commences à la connaître, puis une fleuriste, puis tout ça. Puis si tu retournes quelques années de suite, bien, c'est là que je crois que tu peux avoir une plus grande une expérience à plus grande valeur, puis qui est plus réelle, qui est plus vraie. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter sur le livre, sur quoi que ce soit, un conseil pour finir? En fait, je voudrais te remercier pour ta chaîne YouTube qui fait la promotion du français. Pour moi, c'est super important. Puis je voudrais te remercier de m'avoir invité parce que je crois que c'est important que ceux qui apprennent le français sachent qu'on parle français au Canada puis au Québec, puis que tranquillement qu'ils puissent s'habituer à d'autres types d'accents. Totalement. Je laisserai en barre d'infos un lien vers ton livre et vers ta chaîne YouTube également. Et merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. C'était super intéressant. J'ai aussi appris plein de choses. Et je suis sûre que nos spectateurs ont également appris des choses. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez découvert une nouvelle expression en québécois. Et
quelle est votre expression préférée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Merci, au revoir.